Alors, on est dans les délais. On avait un peu dérapé ce matin, mais finalement, l'après-midi est plus... Alors, on va vous proposer un moment de synthèse par notre président du conseil scientifique de la Fédération, que je nommerai Jean-Charles Ringard. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire relativement rapide parce qu'on est en fin de journée et en même temps, certains d'entre vous vont devoir repartir. Je regardais furtivement si nos jeunes qui sont intervenus ce matin sur la table ronde, plus la maman qui a rapporté à sa manière ce que sa fille vivait dans une entreprise pour son premier emploi. Alors, ils ne sont peut-être plus là. Ils viennent de partir. Pourquoi je voulais commencer par eux? Parce qu'ils sont le témoignage vivant à la fois de ce qu'ils vivent, mais ce que vous faites pour eux. Vous, parents, enseignants, praticiens, etc. S'ils avaient été là, j'aurais commencé par ceci, je les aurais applaudis. Faire une synthèse est par nature réducteur. Je vais m'autoriser du coup à simplement 3 remarques. La première, vous avez pu constater tout au long de la journée la vitalité de la présentation des recherches. C'était un petit peu, vous l'avez compris, un petit peu le fil rouge des recherches et des projets. Mesdames et messieurs, en ces temps un peu troublés, ou des populismes de quelque nature et de quelque origine qu'ils soient, semblent discréditer les fondements démocratiques et faire avancer l'idée que la science n'est pas importante. Faire avancer l'idée que telle ou telle croyance peut s'entendre. Il est essentiel qu'on puisse, les uns et les autres, pas simplement se convaincre, mais de soutenir la recherche comme un élément de nécessité institutionnelle, pour ne pas dire démocratique. Ce que vous avez entendu tout au long de la journée, c'est ça la vitalité, en fait. Et d'aucuns pourraient prétendre que ce n'est pas utile. Chacun a ses égarements. Ce n'est pas simplement des égarements, si vous me le permettez. Cette vitalité, vous l'avez vu à travers de nombreux projets, de nombreuses initiatives locales, institutionnelles, et il y a sans doute, en dehors de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, vous voyez émerger, c'était déjà présent dans notre colloque du mois de mars 2025, dont je vous annonce avec une immense satisfaction que les actes sont sortis. N'hésitez pas, naturellement, à vous ruer sur ces actes. Mais au-delà des actes, aujourd'hui, vous voyez apparaître encore, et ça a été dit encore juste à l'instant, on voit apparaître ou émerger ou consolider, pas simplement la recherche fondamentale au sens strict, qui toujours est absolument nécessaire, heureusement, le travail entre les chercheurs et les praticiens, qu'ils soient pédagogues ou thérapeutes, essentiel compte tenu de la nature de ces troubles. Mais on voit apparaître une autre dimension, de plus en plus, c'est la recherche collaborative. On vous dit ici, ça a été dit par une chercheuse du CNRS tout à l'heure, on dit mais posons-nous la place des familles. Est-ce que vous avez entendu le concept qu'elle a utilisé, celui d'expert d'usage? Autrement dit, vous, famille, vous êtes là presque les 2/3 de l'Assemblée, vous devez sans doute de plus en plus être associés à ces recherches. Associés aux thérapeutes, associés aux enseignants-chercheurs, associés aux chercheurs. Parce que vous savez, à votre manière, je ne dis pas autant de choses, mais vous connaissez des choses différentes qui participent finalement de l'alimentation de la recherche. Et puis, ce matin, Vanessa nous a apporté un autre éclairage dans cette recherche collaborative. Elle a dit, c'est important aussi d'écouter les jeunes, ce qu'ils disent. Pas simplement comme
spectateurs de ce qu'ils vivent, mais acteurs, y compris même naturellement de ce qu'ils vivent, mais aussi de la recherche. Et elle a employé une notion qui est celle d'expert de l'intérieur. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on amorce, on développe, on consolide cette dimension de recherche collaborative. Et juste à l'instant là, vous avez applaudi, vous avez raison, une autre forme de recherche à travers l'IA, c'est-à-dire que l'IA centrée sur l'humain est un élément de collaboration selon la manière dont nous l'utilisons naturellement. D'ailleurs, je trouve intéressant que vous ayez les uns et les autres posé des problèmes éthiques. Face à n'importe quel outil, il y a deux préalables, deux conditions qu'il faut avoir en tête. Il n'y a pas d'outil qui ne fait pas l'objet de la démonstration par la preuve. Du bon usage de l'outil, mais de la bonne référence scientifique de l'usage de cet outil. Et en même temps, un outil n'est qu'un outil. Il dépend de l'utilisateur et de la manière dont nous allons l'utiliser. Donc ça veut dire que dans ce cadre-là, effectivement, la dimension éthique est sans doute essentielle. C'était ça mon premier message, premier élément de synthèse. Le deuxième, le thème de la journée était les défis à relever. Alors pour ma part, j'en vois trois tels que j'ai pu entendre les choses pour essayer de vous renvoyer quelques messages simples. Le premier, c'est que, force est de constater, au-delà de l'enthousiasme, c'est important ça, hein, l'enthousiasme des hommes et des femmes qui participent à ces projets, et de la manière dont ils nous le transmettent. En dehors de cela, force est de constater que des progrès ont été accomplis. On peut toujours, évidemment, hein, dire que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des choses qui déconnent, que les institutions n'apportent pas les moyens suffisants, etc. Ça, vous avez raison, et c'est juste. Je vais vous donner quand même deux chiffres. Nous sommes ici en 2025. Il y a plus de 500 000 jeunes dans les écoles, collèges et lycées français en situation de handicap. Il y a 10 ans de cela, 2015, ils étaient 150 000. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. De même qu'on voit bien les expériences qui ont été présentées, les collaborations qui se dessinent. Dans des mondes qui sont cloisonnés, la particularité de la France, le cloisonnement des institutions, le cloisonnement de la santé qui joue dans son précaré, le cloisonnement de l'éduc que j'ai bien connu pendant 40 ans, qui joue dans son précaré, le médico-social, en considérant dans ce cloisonnement qu'il vaut mieux se poser la question de la manière dont chacun des professionnels qui constituent ces institutions fonctionnent plutôt que de se poser la question de l'intérêt de l'enfant. Est-ce que je peux me recentrer sur l'enfant plutôt que sur l'institution telle qu'elle est? Et de ce point de vue-là, je pense sincèrement qu'en termes de défis, il y a encore du progrès à faire. Du progrès de coopération interinstitutionnelle. Quand vous entendez cette maman parlant au nom de sa fille, qui n'ose pas parler encore de ce qu'elle vit, vous dire les embûches, le chemin de combattant qu'elle a eu, ou cette maman qui vous parle des conditions dans lesquelles, sur un sujet que j'ai pu connaître pendant quelques années au ministère, la réforme des lycées, c'est-à-dire l'adaptation et les aménagements du baccalauréat en particulier. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui existent. Comment se fait-il que nous ayons encore aujourd'hui des grains de sable qui constituent autant de haies, voire d'obstacles à franchir? Ça veut dire que les coopérations institutionnelles méritent d'être un défi à relever. Travailler de concert, travailler en transversalité, et non pas en opposition, non pas en antagonisme. C'est un défi à relever. L'autre défi, c'est sans doute un point, mais c'est normal ça, un point qu'on évoque peut-être, je le dis pour la présidente qui conclura, que nous évoquons sans doute pas assez, mais force est de constater qu'au cours de la journée, on a souhaité les uns et les autres se projeter sur, entre guillemets, le statut de l'adulte. Et par conséquent, comment le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie, le monde du travail d'une manière générale absorbe et intègre à sa mesure et selon le droit existe. Oui, le droit existe, il impose théoriquement aux entreprises un certain nombre de contraintes.
Et finalement, on a encore des errements et des égarements, si je puis dire. C'est un défi à relever. Vous êtes parents de délai, donc vos enfants vont grandir, et heureusement grandir et s'émanciper. Mais s'ils s'émancipent avec un décalage de vie entre ce qu'ils ont vécu dans le cadre scolaire et universitaire et dans le cadre de l'entreprise, vous voyez bien le hiatus qu'il y a là. C'est un défi à relever. Le défi du monde de l'entreprise, et je dirais même de l'articulation entre la fin du monde scolaire et universitaire et l'entreprise. Autrement dit, c'est l'aide à l'insertion par l'emploi. Et le troisième défi, ça a été dit à 2 reprises, mais je vais le reprendre à mon compte, je vais le catégoriser du coup, c'est le défi de l'engagement politique. C'est un défi, ça. Je ne ferai évidemment pas allusion au contexte actuel, mais simplement dire qu'il y a des lois qui existent, qu'il y a eu des engagements, qu'il y a un Conseil national du handicap qui a exprimé un certain nombre d'attentions en avril 2023. Eh bien, en avril 2023, des intentions et des engagements ont été pris. Sont-ils, 2 ans après, tenus? N'avons-nous pas aujourd'hui, en 2025, alors que la loi sur le handicap de février 2005 a 20 ans d'âge, n'aurions-nous pas avantage, 20 ans après, sachant les évolutions, sachant les progrès, mais sachant aussi les défis qui restent à relever, n'aurions-nous pas avantage pour l'honneur de la France à réactualiser cette loi de février 2005? N'aurions-nous pas avantage à le faire? Je conclurai, 3e point, j'y arrive, et presque sans trop dériver. Au fond, les 3 défis qu'on vient de relever là, en tout cas catégorisés à ma manière, donc avec la limite qui est celle de mon interprétation. Ça nous interroge toutes et tous. Qu'il s'agisse du défi des coopérations institutionnelles, du défi du milieu de l'entreprise ou du défi de l'engagement politique. Au fond, si ces défis-là ne sont pas relevés, je crains, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, où aujourd'hui, dès qu'on n'est pas comme l'autre, nous sommes visés. Dès que nous ne sommes pas tels que l'autre pense de moi, alors clivage, différence. La manière dont une société devient inclusive est corrélée avec l'idée de démocratie. Si nous voulons faire nation française, vivre ensemble, posons-nous la question, comme ça a été dit à 2 reprises, de la manière dont finalement nos enfants 10, les adultes 10, les personnes en situation de handicap ou à besoin particulier, comment peuvent-ils eux aussi faire nation avec nous? Et comment nous-mêmes pouvons-nous davantage et mieux encore les accompagner et les aider? L'évolution de la France, sous-entendu l'évolution de la nation, sous-entendu l'évolution de cette société inclusive, mes amis, c'est l'enjeu démocratique qui est devant nous. Il nous appartient de le relever. Merci, bon retour. Merci Jean-Charles. Donc j'appelle François parce qu'on a commencé à 2. Oh, il faut finir à 2. OK. Alors, les défis, Jean-Charles, tu les as bien énumérés. C'est vrai qu'il y a des défis. On a vu quand même, on a commencé la journée en vous disant, bon, il y a des progrès depuis 25 ans. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès. Il y a des progrès. Les enjeux sont toujours présents. Il faut beaucoup de vigilance pour que, et c'est ce que souligne Jean-Charles, qu'il n'y ait pas des retours en arrière sur des grands principes qui ont été acquis par des grands hommes et par des grandes personnes également qui ont constitué les associations, qui ont œuvré pour faire avancer les choses depuis plus de 30 ans. Et ça, c'est un petit clin d'œil à tous les présidents d'associations que vous avez pu croiser à travers les associations membres de la fédération.
Je voudrais aussi témoigner de l'engagement sans faille des professionnels de santé qui ont été aux côtés de la fédération, mais également des professionnels de l'éducation, des professionnels de santé qui sont membres du comité scientifique, qui ont été là dans la salle et qui sont venus et qui ont encore envie d'avancer en disant la santé et l'école, ça peut le faire. Je pense que ce que vous avez entendu ce matin avec le centre de référence de Bicêtre, c'est novateur, c'est unique. Moi, je n'avais jamais entendu parler dans le reste de la France où des équipes, le mariage entre les académies, les écoles et la santé, c'est possible en tout honneur. Voilà. Et ça, c'est important. C'est l'équipe Bicêtre que je voudrais saluer. Alors, bien évidemment, Poppins, François, qu'est-ce que tu as pensé de cette journée ? Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça a l'air de fonctionner. Oui. Que la recherche, c'est vrai que revient toujours, même s'il y avait le colloque scientifique il y a encore 6 mois, que ça revient dans le cadre de plein de projets, que c'est chouette d'avoir cette pluridisciplinarité entre l'éducation, la santé, d'avoir des personnes qui viennent, même s'ils ne sont pas très loin de Sorbonne Université, justement, pour venir partager des travaux de recherche, et avec des applications hyper concrètes. C'était vraiment très, très chouette cette fin de journée, notamment. C'est génial. On a traité un peu l'adulte, un peu beaucoup quand même, hein. Plus que certaines années. Plus que certaines années. Et moi, moi, je deviens... Enfin, j'ai un certain âge quand même. Par à toi. Oui, mais on n'est peut-être pas de la même génération. Mais en tout cas, moi, j'ai des collaborateurs dans mon travail qui sont jeunes, qui ont 23, 24, 25. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'ils n'ont plus honte d'être 10. Ils arrivent à le dire. Et ça, c'est vraiment une avancée importante depuis 25 ans. Et les outils IA, peut-être qu'il y en a qui ont peur de les utiliser, mais pas les 10. Hein. Je peux vous dire que dès qu'ils peuvent les utiliser, ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et ils ont compris que ce n'était pas non plus de les rendre inintelligents. Ils ont juste pas conscience de la consommation des données derrière ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça leur facilite beaucoup la vie. Et j'en ai un au boulot, hein. Il utilise l'IA pratiquement 4 fois par jour. L'an prochain, c'est la 20e. Qu'est-ce que tu souhaites pour cette 20e journée nationale des 10 ? Alors, 20 ans, c'est vrai qu'il va falloir faire quelque chose de bien. Alors, on ne va pas aller dans ce lieu parce qu'on a un petit problème de place avec les stands. Donc, on va trouver un lieu beaucoup plus grand en termes de partenaires qui vont pouvoir exposer ce qu'ils font. Les temps d'échange à travers les stands sont importants et on voit que quand moi je me déplace, il y a beaucoup de personnes qui sont pas dans la salle, mais plutôt dehors. Donc, on va chercher un lieu là et on va faire sûrement une très, très belle... parce que les 20 ans, ça se fête. On a décidé de le faire avec Poppins, mais avec d'autres, peut-être, associer d'autres partenaires institutionnels également pour les mouiller dans le programme de cette journée, parce que 20 ans, c'est 20 ans. Et puis, l'idée, c'est de montrer ce côté partenariat et fédératif qui est l'âme de la fédération. Et ça, c'est important. On n'est pas tout seul, il ne faut pas rester tout seul, il faut rester tous ensemble. Et l'idée, c'est... Mais on fait les 20 ans en 2026 et en 2027, colloque scientifique, peut-être, parce qu'on m'a soufflé l'idée entre midi et 2, peut-être, finalement, on a fait 1 jour et demi. Peut-être qu'il faudra faire 2 jours pour les 20 ans. Et peut-être qu'il faudra faire 2 jours également pour le colloque scientifique de la FA10, parce que peut-être avec une connotation internationale. Enfin, il faudra y réfléchir. Peut-être 2 jours. Alors pourquoi 2 jours ? Parce que le samedi, c'est la priorité aux familles. Pour nous, c'est important que les familles puissent venir, ne posent pas forcément des jours de congé, et non, peut-être pas forcément des jours de congé. Et surtout, je pense aux enseignants qui ne peuvent pas quitter leur classe. Donc, ils viennent le samedi. Mais on s'aperçoit que quand on fait quelque chose un jeudi ou un vendredi, là, on touche encore plus les professionnels qui peuvent se déplacer, à charge pour les employeurs qu'on remercie au passage. Donc on va réfléchir le mixte en ces 2 jours, enfin jour de semaine et jour du samedi. Donc potentiellement 2 jours l'an prochain, 2 jours l'année d'après. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parti. Ouais, peut-être. Ouais.
Tout ça pour vous donner rendez-vous. Le samedi 10 octobre 2026, c'est le jour des 10. Ça tombera bien et il ne faudra pas... Voilà, vous le notez, la date est très facile. Il y aura forcément quelque chose, soit le 9 et le 10. Soit à minima le 10. Ou soit le 10, sûr. Merci beaucoup à tous. Merci de vous être déplacés aujourd'hui.